Nous aurions pu accueillir Catherine Deneuve ou Hélène Darroze pour venir parler de leur succès ici sur ce plateau. Or, ce qui m'intéresse dans cette émission, c'est de parler des échecs qui nous concernent tous. L'échec est universel, nous ne sommes pas égaux face à l'interprétation que nous donnons aux échecs, et c'est pour ça que nous avons invité aujourd'hui sur ce plateau Fabien Foucault. Mais c'est pas possible! J'ai jamais vu ça! Non. Bonjour Fabien, Salut Michel. je suis heureux de t'accueillir sur le plateau. Quel type de personne es-tu ? Oh bah écoute, très vite, Fais ce que tu peux. fais ce que tu veux. Quel type de personne es-tu? Je suis persévérant, optimiste, aussi adhérent de la Ligue des optimistes, Oui. qui nous caractérise aussi, parmi les différents points en commun qu'on peut avoir. Qui je suis? Je suis un Breton d'origine, petit gars de la campagne. D'accord. Ouais, j'ai toujours grandi dans un petit village de 2000-2500 habitants. D'accord. Et puis, ayant toujours grandi dans une famille aimante, voilà, j'ai grandi, dirais-je, dans un environnement propice au bonheur. Tout va bien pour Fabien jusque-là. Tout va bien pour Fabien jusque-là, tout à fait. Ouais. Alors Fabien, là ça c'est ton contexte historique, Ouais. culturel, familial. Et puis un jour tu décides de devenir pompier, alors pas juste pompier, hein, mesdames et messieurs, mais pompier de Paris, pas sapeur-pompier dans ton village. Pourquoi ? Bien que j'ai été sapeur-pompier dans mon village, j'ai D'accord. commencé comme ça, et c'est une fierté d'avoir commencé pompier volontaire. Comment ça démarre? En fait, comme souvent à l'adolescence, hein, on se pose toujours la question, qu'est-ce que je ferai plus tard? Et en fait, moi, c'est en sortant de la station essence avec ma maman, et je vois de l'autre côté de la rue les pompiers qui relèvent une vieille dame sur le trottoir. Et ça me saisit. Et c'est un truc, je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire. D'accord. Et j'ai 13 ans environ. Et c'est quoi qui t'a appelé à faire ça ? C'était quoi ce moment d'admiration pour l'aide que cette dame recevait ? Ça vient d'où ? Alors ça vient d'où? Je sais pas, en tout cas là, c'est la volonté d'aider les autres. Ok. Moi, ce qui me frappe à ce moment-là, c'est des pompiers, des hommes, il n'y avait que des hommes à cette époque-là, qui aidaient une dame. Et donc moi, je me dis, ouais, moi ça me parle, quoi. Ça me parle avec une tenue, et puis et derrière, forcément, tu t'intéresses au sujet, et puis tu vois qu'il y a du sport, qu'il y a des valeurs, qu'il y a une rigueur, qu'il y a de la discipline, qu'il y a plein de choses à apprendre. Et donc, bien sûr que tu peux pas démarrer pompier tout de suite. Donc, en tout cas, pas à 13 ans. Donc, j'ai démarré à 16 ans dans mon village en tant que pompier volontaire. Et puis, rapidement, j'ai compris que c'était ce que je voulais faire comme métier. Et ayant des ambitions, c'est marrant parce qu'il y a deux côtés chez moi où finalement, dès l'instant que j'ai trouvé ce que je voulais faire, je me dis, ok, c'est quoi le top du top? D'accord. Pompier, je dis, pompier de Paris. C'est le top pour moi. Ça fait partie aussi de ton besoin d'atteindre une certaine forme d'excellence. Oui, mais c'est le paradoxe que je t'évoquais à l'instant, c'est que dans les études, j'ai toujours été moyen. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais alors il se peut très bien que les études t'intéressaient moyennement. Moyennement, complètement. Et que être pompier de Paris avec cette volonté d'aider, cette volonté dans l'excellence, ça a été un driver, un moteur. Ah, mais carrément, carrément. Et dès l'instant effectivement que j'ai trouvé ma voie, trouvé mon objectif et le pourquoi je voulais atteindre cet objectif, je suis quasiment inarrêtable et je me donne tous les moyens pour l'atteindre. Et donc du coup, je définis, ça sera pompier de Paris. Alors tu rentres au pompier de Paris, tu es admis. Comment ça se passe ? Ah, c'est 4 mois d'instruction. On est affecté au fort de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Et un fort mythique, donc qui n'est plus aujourd'hui. Enfin, les pompiers de Paris ont déménagé à Limeil-Brévannes, juste à côté, à 3 km. Mais de manière historique, ils ne sont plus dans ce fort d'instruction, chargé d'histoire, avec des valeurs fortes. D'ailleurs, les valeurs des pompiers de Paris, altruisme, efficience, discrétion, sont floquées en noir dans cette voûte mythique dans laquelle tu passes pour pénétrer dans le fort. Et donc là, tu te prends tu vois, le poids des ans, le poids des valeurs. Le poids de l'histoire. Le poids de l'histoire, de
mythique unité d'élite des pompiers de Paris. Et donc, c'est waouh, tu dis, je sais où j'arrive, je sais pourquoi je suis là, mais bon, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Est-ce que cette exigence a du sens pour les pompiers? Parce qu'effectivement, on a parlé, tu as commencé ta carrière donc, en tant que sapeur-pompier. Est-ce que ce niveau d'exigence a du sens pour les pompiers de Paris? Ce niveau d'exigence, il a du sens, évidemment. Parce que quelle est la différence entre, pour le commun des mortels, pour ceux qui nous regardent, quelle est la différence entre le sapeur-pompier de mon village Ouais. et les pompiers de Paris? Parce que bon, les uns ne sont pas des militaires, Ouais. il y a souvent aussi des bénévoles, mais les pompiers de Paris sont des militaires. Ouais. Et en quoi ça vous rend peut-être plus efficace, meilleur, je ne sais pas? Bah, tout est dans la régularité, l'entraînement, l'exigence, le statut. On ne peut pas demander, et je l'ai vécu, et tout le monde a le même mérite de base. Hein. Oui, parce qu'un pompier à la base, il va être. Alors moi, je suis profane, hein. Le pompier, il éteint un feu. Que Ouais. tu sois pompier de Paris ou pas, t'as camion, Et il secourt les personnes. citerne, et il secourt les personnes aussi. C'est le même travail. C'est le Elle est même où la travail. différence entre le prix que tu payes Ouais. de cette exigence et le sapeur-pompier, en mon sens, maintenant c'est toi qui vas nous éclairer là-dessus, tu vas Ouais. nous aider, c'est le même métier, Bien sûr. mais pas pour toi. Enfin, c'est le même métier, Ah si, mais c'est le même métier. Elle est où la différence? C'est le niveau d'exigence qu'on peut demander aux hommes qui sont concernés, qui sont plus ou moins concernés, plus ou moins engagés, plus ou moins investis, et un niveau d'exigence qui va aussi être légitimé quelque part par le statut qu'on va avoir. Tu ne peux effectivement pas demander le même niveau d'exigence à un pompier de Paris qu'à un pompier volontaire de ma commune. C'est pas possible. À quel moment ce niveau d'exigence se constate sur le terrain? Parce que tous les deux, vous savez éteindre un feu, tous les Oui. deux, vous savez sauver des vies. Oui. Et sur le terrain, à quoi tu reconnais un pompier de Paris d'un sapeur-pompier Je vais te renvoyer dans notre monde. À quoi tu fais la différence entre un conférencier professionnel Ah, et ça, un... je peux te répondre. Eh ben voilà. Donc ça se voit tout de suite sur scène. Ouais. Pour autant, ce conférencier amateur qui a la volonté d'inspirer les foules, la volonté de transmettre un message, mais qui le fait une fois par an, qui ne s'entraîne pas parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il fait autre chose dans la vie, Ouais, ouais. et c'est Ou ok. parce qu'il sous-estime, Ou parce qu'il sous-estime. le travail qu'il faut pour influencer les autres. Mais donc là, pour faire le parallèle, je vais rester là-dessus sur ce manque d'entraînement ou cette impossibilité à s'entraîner plus, puisque le pompier volontaire, il a un métier, lui, à côté. J'ai 27 ans, en plein Paris, avec une situation rêvée pour moi, c'est d'avoir mon appartement dans Paris, avec un métier passion, donc ce métier de pompier de Paris, avec mes potes autour, et là, c'est parti. Sexe, drogue, alcool et rock'n'roll, comme tu l'évoquais tout à l'heure, et plutôt house music. Comme tu le dis littéralement dans ta conférence. Je le dis dans ma conférence et je ne dis pas rock'n'roll, mais plutôt house music. Venez voir. Et effectivement, là, je rentre dans une période de 4 ans environ, 4 ans de trop. 4 ans de trop, de parachutisme, de fiesta à gogo, de voyage, de potes, de nanas. Donc toi, à ce moment-là, t'avais la sensation. Ah mais je vis ma meilleure vie. Tu vis une vie de dingue. Je vis ma meilleure vie, mais bien sûr. Bien sûr, et je ne regrette pas non plus, parce que c'est vrai que j'ai vécu des moments incroyables, mais c'est pas, il y a un truc qui va pas, ça peut pas continuer comme ça, Ouais. c'est pas possible, parce que je dors pas pendant que je suis de garde, parce que je fais énormément d'interventions, donc les nuits pourries, quand je suis en repos, je fais la fête, la journée, je me repose pas, je fais du sport. Ça n'avait pas des conséquences et des risques sur ta performance quand tu devais être en intervention. Je peux imaginer que si tu étais imbibé, enfin sans peut-être être imbibé, mais Non, être fatigué ouais. surtout. Oui, fatigué. Même sans parler d'alcool, mais même la fatigue peut avoir des Bien sûr. conséquences. Bien sur sûr, ta mais qualité bon, t'es pompier de d'intervention. Paris. Ah, d'accord, oui, d'accord, j'entends. Eh, Ouais, Eh. t'es un surhomme, quoi. t'es un surhomme. Ouais, d'accord. Ah oui. Oui, d'accord. Bah oui, Michel. Ah oui. Dès l'instant qu'on monte dans nos bottes, on n'est plus les mêmes hommes. Quelle est ta définition de l'échec? Ah là là, écoute, c'est une excellente question. Et ma définition de l'échec, à l'image de ma vie, je dirais qu'un échec, c'est une épreuve, l'épreuve peut-être un peu ultime, qui va faire écho à une période, des mois, des années, de non-alignement finalement. L'échec va venir te recadrer, te donner une claque, te dire t'es pas sur le bon chemin.
L'échec, pour moi, est aussi salvateur, quelque part. Pour en avoir vécu, il n'est pas là par hasard, l'échec. Et avoir un échec, c'est bien aussi, quoi. Et comme je viens de le dire, ça peut être salvateur, quoi, clairement. Comment tu sais que tu es sur le bon chemin? Là, je le suis. Mais comment tu le sais? Et putain, c'est bon, quoi, d'être sur le bon chemin. Ah, c'est parce que c'est bon que tu le sais. Ah ouais. Attention, je vais me faire l'avocat du diable. T'as raison. Tu dis, je le sais parce que c'est bon. Quand tu avais 27, 28, 29 ans et que tu vivais cette vie de sexe, drogue et house music, c'était bon aussi. C'était bon aussi. Ouais. Mais est-ce que c'était le bon chemin? Non. Peut-être que dans le contexte, peut-être que cette époque-là, à nouveau, je me fais l'avocat du diable. Ouais. Je suis en train je me mets à la place de l'auditeur qui t'écoute. Est-ce que, parce que tu te sens bien, est-ce que ça veut dire que tu es forcément sur le bon chemin? Non, mais il y a des signaux de la vie. Ah, On te tape sur l'épaule, la vie te tape sur l'épaule Ok. en te disant pas terrible ça. ça change quoi d'adopter une vie comme tu la proposes? Eh bien, ça permet de relativiser, de prendre du recul, d'alléger finalement le fardeau qu'on pense lourd. Mais finalement, quand tu prends l'échelle de la vie et que tu prends ça avec plus de légèreté, plus de hauteur, ça devient plus léger en l'occurrence, ça devient plus fluide, ça devient plus facile à accepter. Et Ça nous évite d'ajouter de la souffrance à la douleur, quoi. Ah bah complètement, puisque cette douleur que j'évoque qui est là, oui, elle est là. Mais si tu ne te concentres que sur cette douleur, c'est comme je te disais tout à l'heure, si on se concentre que sur les choses négatives de la vie, c'est vrai, putain, chienne de vie, quoi. Ouais. Mais avant la douleur, il n'y en avait pas, et puis il n'y en aura plus après non plus. Si ça se trouve, la douleur, elle va vite passer aussi. Oui. Et voilà. Et donc, c'est aussi la leçon que j'ai retenue, c'est observer sans juger. On observe, ok, c'est là. C'est un héritage de la vie de pompier, ça? Ou c'est Non, bien? ça c'est ce que j'ai retenu de cet enseignement de méditation Vipassana. Vipassana, de 10 jours, 100 heures dans le silence. Enfin, c'est plus que 100 heures dans le silence, c'est 10 jours dans le silence, puisqu'il y a 100 heures de pratique méditative, mais pendant les 10 jours, tu es complètement isolé. Il n'y a pas de regard avec ton interlocuteur, il n'y a pas d'échanges verbaux, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de lecture, il n'y a rien. Tu es vraiment en introspection. Et c'est là où j'ai compris énormément de choses, ouais. Et qu'on est bombardé de signaux de communication, d'interactions qui font que c'est dur d'être soi-même, puisque ton simple regard m'impose quelque part une réaction, un comportement, une attitude. Dès l'instant que tu balayes tous ces regards, t'es toi-même et tu te concentres sur l'essentiel. J'arrête de te regarder alors. Il faut juste conscientiser qu'on est bombardé par ça et que face à ne serait-ce qu'un regard, on a un comportement, une attitude qui est en phase, en réaction à ce regard, qui est nécessaire. C'est tout à fait, c'est humain. Ça va de la survie. Mais quand tu enlèves ça, quand tu enlèves tous ces signaux de communication, tu es obligé de te recentrer. Tu te concentres sur toi-même. Merci Fabien, j'ai passé un excellent moment. On est malheureusement arrivé déjà à la fin de notre Déjà émission. Déjà. Oui, ça va très très vite. J'ai passé un excellent moment. Moi aussi, je te remercie toi. Michel. Ouais. Je te laisse l'opportunité de regarder la caméra qui est là juste face à toi, parce que là maintenant tu vas t'adresser à nos auditeurs, et j'aimerais que ce soit toi qui aies le dernier mot. Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs suite à cette interview? Quel est le message que tu voudrais leur faire passer? Tu t'adresses à eux directement. Eh bien, chers auditeurs, soyez vous-même, soyez authentiques, osez cette vulnérabilité. On s'empêche bien souvent cette vulnérabilité par peur du jugement, par peur du regard des autres, alors que tout est là. Dès l'instant qu'on assume qui on est et qu'on parle de nos émotions, qu'on parle de ce qu'on a au plus profond de nos tripes, en fait c'est là que la magie opère, c'est là qu'on connecte les uns avec les autres et c'est là que finalement on fait preuve un petit peu d'exemplarité et qu'on devient inspirant. Donc allez-y franchement, parlez avec vos tripes, avec vos émotions, dites ce que vous ressentez et vous verrez que les relations seront beaucoup plus fluides et s'en suivra une vie plus saine, plus équilibrée, plus heureuse. Merci beaucoup Fabien. Merci chers auditeurs d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée comme nous l'avons appréciée, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et puis pourquoi pas la partager parce qu'elle pourrait peut-être faire du bien à d'autres. Si elle vous a fait du bien, elle peut faire du bien à d'autres. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.